Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, Gassienne Desrochers, thérapeute du sport, sur les dangers du retour au sport d'hiver et les moyens d'éviter les blessures fréquentes. Dominique Provost, directeur marketing et communication chez Tourisme Montérégie, sur les attraits touristiques de la région de la vallée du Richelieu et surtout les activités qui seront disponibles cet hiver. Julien Clément, vice-président de la firme Hayes, sur le rapport canadien de l'emploi et notamment la place grandissante de l'IA sur le marché du travail. Stéphane Lamoureux, biologiste au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, au sujet préoccupant de la cohabitation avec la faune, de moins en moins sauvage. Christelle Lausier, coordonnatrice du projet de mobilisation Canards Illimité Canada sur l'aide gouvernementale pour la préservation des milieux humides. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur pour cette édition du Régional. Bonne émission! Voici vos actualités de la semaine dans la vallée du Richelieu. La Cour du Québec vient d'autoriser une action collective contre plusieurs concessionnaires de véhicules récréatifs, dont VR Saint-Cyr établi à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Les demandeurs affirment que ces entreprises auraient augmenté le prix de vente de certains véhicules récréatifs après la signature du contrat, contrevenant ainsi à leurs obligations légales et contractuelles. L'action collective concerne toutes les personnes résidant au Québec depuis mai 2019 et ayant subi une augmentation de prix après la conclusion d'un contrat d'achat. Certains consommateurs auraient même abandonné leur achat après une hausse pouvant atteindre jusqu'à 30 000 $. Le recours reproche aux concessionnaires d'avoir profité de la forte demande durant la pandémie, en invoquant une clause permettant d'ajuster le prix en cas de hausse chez le manufacturier. Selon l'avocat des demandeurs, cette clause contreviendrait à la loi sur la protection du consommateur et induirait les clients en erreur. Les concessionnaires se défendent en soutenant que les clients ont volontairement signé un nouveau contrat, souvent pour un modèle d'année différente, ce qui rendrait la transaction légale. Le juge précise cependant que les arguments des deux camps sont sérieux et devront être analysés en profondeur lors d'un futur procès. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec a dévoilé les lauréats de son gala Reconnaissance 2025. L'événement s'est tenu le 25 octobre dernier dans le cadre du congrès annuel de la Fédération afin de célébrer le travail des télévisions communautaires comme celle-ci et leur contribution au développement local. Dans la catégorie Mission sociale, TVRM remporte les honneurs avec son projet Vue d'ici, salué pour sa capacité à refléter la diversité et les enjeux dans son milieu. Pour la relève, la TVC d'Argenteuil est récompensée pour Scolaire Le Monde, un projet qui, depuis 20 ans, met de l'avant la créativité et la participation des jeunes. En développement des communautés, la télé du Haut-du-Lac se distingue avec Vox Pop Extra, reconnu pour son impact concret et sa capacité à mobiliser les citoyens. Le prix du conseil d'administration est attribué à la CJSR pour une série et un documentaire qui mettent en valeur le rôle des télévisions communautaires dans le paysage médiatique québécois. Et le prix très convoité de la télévision de l'année revient encore une fois à Télé du Haut-du-Lac, choisi par ses pairs pour la qualité de sa production et son dynamisme. La Fédération souligne également le travail du jury 2025, composé de représentants du milieu communautaire et journalistique. Selon la directrice générale Amélie Hintz, les télévisions communautaires autonomes demeurent des piliers de la démocratie locale grâce à leur capacité à informer, mobiliser et donner la parole aux citoyens. Le Centre de services scolaires des Patriotes et la ville de Belleuil ont inauguré le 10 novembre le tout nouveau terrain de basketball extérieur de l'école secondaire Polybelle. L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs dignitaires, de membres du personnel et de nombreux élèves venus découvrir les installations. Le terrain répond aux dimensions officielles de Réseau du sport étudiant du Québec. Il est doté de paniers réglementaires et d'une surface asphaltée recouverte de peinture acrylique.
L'enceinte comprend un terrain principal pour les compétitions, 2 terrains secondaires avec paniers plus petits pour les pratiques, ainsi que des bancs destinés aux joueurs. Les installations sont accessibles non seulement aux élèves de l'école, mais aussi à l'ensemble des citoyens de Belleuil en dehors des heures de classe. Le chantier représente un investissement de près de 700 000 $. La Ville de Belleuil y a contribué jusqu'à concurrence de 238 500 $, soit 34 du coût admissible. Le reste provient d'une subvention de plus de 462 000 $ du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air du ministère de l'Éducation du Québec. Pour la ministre du Sport, du Loisir et du plein air, Isabelle Charret, ces investissements démontrent la volonté du gouvernement d'améliorer le bien-être physique et mental de la population. Le député de Bordua, Simon Jolin-Barrette, a ajouté que le terrain répond à un besoin réel et deviendra un lieu de fierté pour la communauté. La promotion Impact Fight Night a ouvert une soirée chargée pour son 4e gala, présenté le 1er novembre dernier à l'hôtel Rive-Gauche de Belleuil. 13 combats étaient à l'affiche, 10 en boxe olympique et 3 en arts martiaux mixtes. 15 clubs étaient présents, dont l'Académie Impact de Belleuil, qui comptait 11 athlètes en action. Le propriétaire de l'Académie Impact, Bob Landry, s'est dit extrêmement fier de ses athlètes, rappelant que le gala représente l'aboutissement de mois de discipline et de dépassement. Les organisateurs ont également souligné la présence de 3 figures bien connues des arts martiaux mixtes, Corinne Laframboise ainsi que les frères Louis et Charles Jourdain. Le prochain gala Impact Fight Night aura lieu le 28 février, toujours à l'hôtel Rive-Gauche. Voilà, c'était vos actualités de la semaine dans la vallée du Richelieu. Cassienne Desrochers est thérapeute du sport. On l'accueille avec nous en studio. Bonjour, Madame Desrochers. Bonjour. Expliquez aux gens qui ne connaissent pas la profession, qu'est-ce que ça fait un thérapeute du sport? Un thérapeute du sport, ça a comme 3 volets principaux. Premièrement, les premiers soins, fait qu'on est là pour donner les premiers soins aux athlètes qui sont blessés sur un terrain de sport, par exemple le soccer ou le football ou quoi. C'est nous les premiers à répondre, là, à aller voir l'athlète directement sur le terrain pour voir l'étendue de la blessure. J'imagine que ça prend un certain sang-froid, là. On est un peu un premier répondant à ce moment-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut vraiment connaître tous les cas, là, de la petite ampoule au cas de colonne, comment plancher quelqu'un, l'envoyer en ambulance, mais comment gérer une fracture aussi sur le terrain, etc. Une petite question comme ça. Est-ce qu'il y a des joueurs, par exemple, qui pourraient avoir une réaction trop forte dans un sport, puis là, vous arrivez, puis là, vous n'êtes pas certain? Est-ce que ça se peut, ça? Oui, ça arrive de temps en temps. Okay. Fait que ça, faut apprendre à gérer nos émotions aussi, puis faire la part des choses. Okay. Puis il y a des athlètes qui sont très, très réactifs aux blessures versus d'autres qui ne parlent pas du tout, puis on n'a aucune idée de ce qui se passe. Fait qu'il faut comme savoir aussi les signes cliniques, l'observation, on se fie aussi à notre expérience, notre bagage, là, mais tout peut arriver, là, pour vrai. Pour avoir une pénalité, là. Oui, ça arrive aussi. Okay. Ça arrive mais là, aussi. vous, c'est plus, j'imagine que vous aidez aussi les gens qui font du sport de manière récréative là, dans votre pratique. Oui, tout à fait. Fait que, ça, c'est notre premier volet, c'est le volet premier soin. On a un deuxième volet qui est vraiment réhabilitation de la blessure. Fait que les gens qui sont blessés peuvent venir nous voir pour se faire traiter. Puis notre but est de les retourner au sport, à l'activité physique, à leur emploi, de façon 100% comme qui était avant. On a aussi un volet comme entraînement ou préparation physique, là, faire en sorte que les gens soient bien préparés, faire de la prévention, dans le fond, au niveau des blessures, pour pas que les blessures arrivent. Mais si les blessures arrivent, on est là pour être capable de les prendre en charge dès le moment, puis des réhabiliter après. Comme là, on est au mois de novembre, le mois de janvier va arriver, là, les nouvelles résolutions, on retourne au gym, tout le monde en même temps, le 1er janvier. Quel type de blessure on peut avoir lorsqu'on recommence à pratiquer un sport comme ça l'hiver? Il y a vraiment beaucoup de blessures qui peuvent arriver, là, surtout en blessure hivernale. On ne prend pas le temps de s'échauffer quand c'est l'hiver, on a froid, on sort dehors, on a froid, on veut juste commencer notre activité le plus vite possible. Fait que, des blessures
parce qu'on est mal échauffé, ça arrive, des claquages musculaires, des crampes. Des fois, on pense que les crampes, c'est juste l'été, là, mais non, si on ne boit pas assez d'eau l'hiver, ça peut arriver aussi. Mais tout ce qui est élongation musculaire, on n'est pas habitué à l'activité physique, on en donne un petit peu trop, on pousse un petit peu trop, puis justement, les résolutions de « oui, je vais aller… Je vais faire 20 livres ce mois-ci. » C'est ça, je vais aller courir dehors, je suis mal préparée, j'ai pas un bon équipement, je glisse sur la glace, pack, chute, blessure. Fait que c'est vraiment toute une préparation qu'il faut faire. Puis il faut être conscient de ce qu'on fait, puis de nos capacités aussi. Fait que… Est-ce qu'il y a un sport en particulier où vous voyez plus de danger de se blesser? C'est sûr que les sports de glisse, tout ce qui est ski, planche à neige, mais aussi patin, c'est des sports avec de la vitesse, de la vélocité. On ne contrôle pas tout le temps nos mouvements. Il y a des choses qui peuvent arriver sur la piste devant nous sans qu'on soit très alerte ou quoi. Puis on tombe, on peut glisser plus loin, ça fait mal avec des skis, on peut se tordre les genoux. Fait que, les sports de glisse, ils viennent vraiment dans le top des sports les plus J'imagine, dangereux, comme vous dites, parce qu'en plus de ne pas avoir l'habitude, parce qu'on recommence, ça fait longtemps, là, ça va vite. Ça va vite, c'est le fun. Les forces sont plus grandes sur le corps. Oui, oui, tout à fait. La chute, l'impact de la chute, c'est pas juste parce que le ski a pris dans la neige, puis ça arrive, là, le ski prend dans la neige, le genou, il tord un peu, ça fait mal, on peut avoir mal au ligament, mais c'est aussi, on descend avec la pente, on peut accrocher un arbre, une autre personne, on peut se ramasser dans le fossé. Fait qu'il y a tout ça qu'il faut calculer aussi, là. Même si on est un sportif assidu, qu'on a beaucoup d'expérience, quand on recommence à faire quelque chose, il faut faire un réchauffement minimal. Quel type de réchauffement, par exemple, vous parliez de sport de glisse, quel type de réchauffement on peut faire avant de commencer des séances de ski, par exemple? Juste de marcher un petit peu pour activer la circulation, quelque chose d'un petit peu cardio, faire des mouvements de jambes, aller-retour, lever le genou, descendre le genou, lever, descendre, bouger la jambe de côté, faire des rotations avec le dos pour être sûr que le dos il est bien, il est prêt à travailler. Fait que dans le fond, c'est d'échauffer un petit peu les articulations qui vont travailler pendant notre sport. Fait que c'est pas pareil, c'est similaire, mettons la raquette ou la planche à neige ou le ski, c'est les jambes qui travaillent. On devrait monter la montagne à pied avant de redescendre. Oui, presque, mais non, ça le fera pas, là. Mais juste de marcher un petit peu, juste un petit peu pour s'échauffer, quitte à faire des petits pas un petit peu plus rapides dans la neige ou quoi, pour vraiment activer la circulation. Puis après ça, on réchauffe les articulations qui ont besoin d'être activées là, pour l'activité qu'on fait. Là. Fait qu'il faut penser, est-ce que c'est plus les jambes, c'est-tu plus les bras qu'on va faire? Faut essayer de préparer le corps à l'activité qu'on fait, en fait. OK, donc ce que vous me dites, c'est que ça prend de l'activation. On voit des gens qui peuvent essayer de s'échauffer en s'étirant. Fait que ça, c'est pas nécessairement la bonne méthode. Là. Non, c'est ça, exactement. Les étirements statiques, ça a un effet, mais je recommande plus de faire les étirements statiques après l'activité pour comme réétirer le muscle, diminuer la contracture du muscle, mais vraiment pour avant l'activité, c'est vraiment des mouvements dynamiques que je conseille, qui est privilégié. Le fait que, ne serait-ce que de monter sur la pointe des pieds. Bon, en botte de ski, je vous l'accorde, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais juste de lever la jambe, de redescendre, d'y aller de côté, de faire des rotations, toucher au pied, revenir, faire des rotations côté, étirer un petit peu les jambes, se remonter, étirer la jambe, remonter, plutôt que juste étirer, rester là pendant un certain moment. C'est vraiment plus ça qui est privilégié pour que le corps comprenne qu'on veut faire de l'activité physique puis qu'il est prêt à bouger. T'sais. Si jamais on se blesse puis on a des symptômes, on a de la douleur, à quel moment est-ce qu'on doit s'inquiéter, là, soit arrêter de bouger ou venir vous voir ou aller à l'hôpital? C'est quoi la limite? Bien, c'est sûr que si la douleur est vraiment très, 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 très intense, que l'enflure est là comme instantanément, que c'est bleu, que c'est enflé, que c'est en space, ça se pourrait que consulter un médecin là, le plus rapidement possible, ça soit une bonne option pour ne pas manquer si jamais il y a une fracture ou quoi. Si on est capable de mettre son poids dessus, que ce n'est pas une douleur atroce, pénible qu'on n'est pas capable de supporter,
c'est d'aller consulter. Si on voit que ça ne passe pas puis que ça l'augmente avec les jours, si vous attendez 3, 4, 5 jours puis que la douleur ne fait qu'augmenter, ça ne partira pas de lui-même. C'est là qu'on peut penser à consulter. Puis, bon, au début, il y a de juste mettre la glace, d'être en élévation un petit peu plus, de prendre une pause puis de voir si ça se calme. Mais si ça ne se calme pas définitivement, ça serait mieux d'aller consulter. Bien, j'invite les gens justement à communiquer avec un professionnel comme vous. Il y a beaucoup d'informations sur le site ctsq.qc.ca. C'est votre association des thérapeutes du sport. Sinon, vous êtes aussi dans la région vous-même. Vous êtes à la clinique de physiothérapie Nicole B. Desrochers à Saint-Basile-le-Grand. Madame Desrochers, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'invite les gens à suivre vos conseils, de ne pas faire la tête dure, de prendre un petit 5 minutes pour se chauffer avant pour éviter des gros problèmes. Effectivement, ça vaut vraiment la peine, en fait. Là. Merci bien. Ça fait plaisir. Nous recevons aujourd'hui Dominique Provost de Tourisme Montérégie. Monsieur Provost, bonjour. Bonjour. Mais vous faites aussi le pont avec ce qu'on appelle l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. De quoi on parle quand on parle de l'Alliance? En fait, c'est vraiment le regroupement de l'ensemble des régions touristiques. Donc, l'Alliance a le mandat de faire la promotion de la destination autant à l'intra-Québec qu'au hors-Québec. Et nous, on joue un rôle de leur fournir des informations, d'être capable d'aller leur donner des suggestions d'activités à faire, comme il y a eu lieu récemment à la Bourse des médias, où nous, Tourisme Montérégie, on était présents pour parler des nouveautés qu'il y avait à faire en hiver ou des incontournables qu'on a à faire là, du côté de la Montérégie. Et quand vous parlez de nouveautés, qu'est-ce qu'on peut avoir dans les nouveautés des activités qu'il y a à faire cet hiver au Québec? Bien, il y a beaucoup de choses. C'est sûr que nous, à Montérégie, ça dépend un peu parce que, on sait qu'on est beaucoup soumis au climat. Des fois, il y a la neige, elle est là, elle n'est pas là. Fait que ça dépend. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. On l'a bien vu oui. cet automne. Oui. De notre côté, il y a quand même plusieurs choses qui sont intéressantes. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Mais au Québec, je pense que les entrepreneurs essaient de diversifier un peu puis de miser sur le caractère hivernal de la destination, surtout pour les clientèles étrangères. Là, les gens aiment beaucoup le fait hivernal. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'activités. Mais l'important, c'est d'aller voir sur le site de l'Alliance qui est Bonjour Québec. Il y a une liste d'activités qu'on peut faire. Je pense que c'est des bonnes suggestions pour l'ensemble du Québec. Là. Puis on en parle beaucoup. À quel point les conflits avec notre voisin du Sud fait que c'est important de parler du tourisme en Montérégie? Bien, on l'a vu cet été, surtout le fait que les clientèles américaines ne viennent pas chez nous. Là, on a vu des baisses assez drastiques dans certains marchés. Ah ouais. Dans le cas de Montréal, Montérégie, on est autour de 10 à 12 de moins de clientèle américaine que par le passé, ce qui est quand même majeur parce qu'ils amènent beaucoup d'argent. Mais il y a aussi la perspective économique qui fait que les Québécois sont restés au Québec cette année. Souvent, vont se déplacer un peu plus, vont aller dans les régions du bas du fleuve, à la Côte-Nord, Charlevoix, et où vivent des expériences chez eux aussi. Donc, c'est hyper important parce que c'est notre clientèle primaire. C'est ce qui fait que nos entreprises passent à travers cette crise, si on veut, là. Mais c'est aussi une opportunité de découvrir ce qui se fait chez nous. Puis des fois, on est réellement surpris de la qualité des produits touristiques qu'on offre au Québec, mais à Montérégie aussi. Bien, oui. Est-ce que vous trouvez que les entreprises, tout ce qui est dans l'industrie touristique, ont mis les bouchées doubles pour aller stimuler, pour que les gens soient contents, s'ils ne veulent pas aller aux États-Unis, qu'ils soient contents de rester ici? Ils ont travaillé fort, c'est sûr. De toute façon, je pense que ça fait partie de notre ADN au niveau de l'accueil. Je sais qu'il y a beaucoup de programmes qui se font dans l'industrie touristique pour bonifier l'expérience des utilisateurs. Les entrepreneurs ont beaucoup embarqué là-dedans. Fait que je pense qu'ils développent de plus en plus l'accueil touristique que les gens ont pour faire en sorte que les gens, quand ils vont venir, vont avoir la meilleure expérience possible. Puis je pense qu'on l'a vu beaucoup cette année. Là. Il y a eu quand même une certaine résilience de l'industrie touristique. Puis on est prêt à accueillir, que ce soit des Québécois, des Ontariens. Oui. Cette année, il y a eu beaucoup de gens de l'Ouest canadien qui sont venus parce que c'est vrai pour les Québécois, mais c'est vrai aussi pour le reste du Canada. Il y en a beaucoup qui ont évité les États-Unis. Puis ils sont venus au Québec. Fait que je pense que c'est une belle opportunité pour l'industrie touristique. Donc, un mal pour un bien, les gens on va qui le voir veulent... comme ça. Exactement. Et là, quand vous parlez de variété au niveau des activités, vous avez rendu, en collaboration avec l'Alliance, un guide pour l'hiver 2026. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce guide-là, dans le contenu par rapport à la variété des activités qui sont proposées? Bien, un peu dans ce qu'on venait de parler. Je pense que c'est vraiment la résilience puis l'innovation au niveau des entrepreneurs touristiques. Il y a beaucoup de choses qui se font différemment maintenant, qui essaient de mettre de l'avant des expériences différentes pour se renouveler aussi un peu parce que les gens, souvent, une fois qu'on a vécu une expérience touristique, on veut découvrir quelque chose de nouveau. Fait qu'il y a beaucoup d'innovation à chaque année. Ce guide-là est mis de l'avant, autant pour la période hivernale
que pour la période de l'été. Et donc, on voit chaque année qu'il y a vraiment des nouvelles expériences qui arrivent. Il y a des nouvelles entreprises aussi qui s'installent. Fait qu'on voit qu'il y a une certaine vigueur là-dedans, puis que les gens... Puis tu sais, on le sait, nous autres, on avait fait des études. L'Alliance a fait des études aussi. Les gens en perspective économique un peu plus difficile, c'est rarement dans le plaisir qu'on essaye de couper ou dans les vacances, les voyages. On veut se garder ce petit budget-là discrétionnaire. Puis ça, je pense que les entreprises touristiques l'ont bien compris, puis ils essayent de mettre de l'avant de plus en plus d'expériences à vivre. Et pour ceux qui nous écoutent, on couvre la vallée du Richelieu. Est-ce qu'il y a des activités proches des gens au niveau de la Montérégie? Quand vous parlez d'innovation, qu'est-ce qui est nouveau dans ce qui est offert aux gens de la Montérégie? Bien, un des premiers qui me vient en tête, qui est du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, fait que c'est pas très loin d'ici. On connaît tous très bien le concept des jeux d'évasion, des salles d'évasion, des escape rooms. Il y en a une à Saint-Jean-sur-Richelieu qui est mettant une escape ferme, donc à la Casa des Alpagas. Donc, c'est le principe d'un jeu d'évasion, mais qui se passe en nature cet hiver. Wow. Donc, on relève des défis, on utilise notre cerveau, on se promène à l'extérieur, mais on fait le tout accompagné d'un troupeau d'alpagas. Fait que c'est vraiment le fun, c'est familial, puis c'est le fun de côtoyer ces bêtes-là. Là, ça agrémente un peu. Fait que ça, j'ai trouvé ça très, très cool, très innovant comme idée, parce que souvent, on est comme plus à l'intérieur. Et donc, là, dans ce concept-là, c'est totalement différent. Il y a plusieurs choses qui se font. Il y en a un aussi du côté du Mail Champlain à Brossard. On n'est pas encore dans la vallée. Je vais revenir un petit peu plus tard. Là. Non, mais c'est pas trop loin. Quand je parle de ne pas faire trop d'auto. Trop d'auto, ça se fait bien. Ouais. Et c'est le Hero Inc. Donc, pour les journées un petit peu plus froides, les journées moins belles un peu, à l'intérieur, le Hero Inc., en fait, c'est comme une espèce de centre style Fort Boyard, un peu Ninja Warrior, donc pour les 8 ans et plus. Donc, il y a beaucoup d'activités qui peuvent être faites là-bas. C'est super le fun. C'est 6500 pieds, donc c'est gigantesque. Fait que ça peut être intéressant de ce côté-là. Notre incontournable numéro 1 à Montérégie, ça va souvent être le parc safari qu'on va nommer. Oui, qui est maintenant ouvert à l'année. Qui est ouvert à l'année, exactement. Donc, on revient aussi avec la formule dont on peut se promener avec notre véhicule de promenade dans le sentier pour aller côtoyer les animaux. Les passerelles sont accessibles. Peut-être juste les jeux d'eau là, qui seront peut-être pas ouverts, mais sinon, on connaît l'expérience du parc safari qui fonctionne super bien. Encore un petit peu plus loin, pas très loin, du côté de Rougemont, il y a les espèces de bulles à la cidrerie Michel-Jourdouin. Des gens connaissent bien le sentier de randonnée pédestre. Donc, on peut profiter d'une journée de sentier. On va s'installer dans une bulle. On profite d'un cidre ou d'un mousseux avec une fondue, un plat de charcuterie. Il y a des murs d'intimité pour créer encore plus une bulle dans la bulle, qui peut être super le fun aussi. Et sinon, la dernière grosse nouveauté, c'est du côté de Salaberry de Valleyfield. Je sais que c'est un petit peu loin, mais ça vaut la peine. Ouais. C'est le Nordic Sauna. Donc, c'est un nouveau concept de sauna flottant qui est directement dans la baie de Saint-François. Donc, on est proche du centre-ville de Salaberry de Valleyfield. Et ça, c'est encore familial ou quand j'entends des relaxations, c'est peut-être plus... C'est plus adulte. Je pense que peut-être les grands enfants peuvent en profiter, peut-être un petit peu moins les moins jeunes, quoique des fois, ils vont faire des journées blanches peut-être pour la semaine de relâche. Donc, mais oui, effectivement, je pense que c'est plus pour les adultes, là, mais c'est vraiment un beau concept. On peut se baigner directement dans la baie. C'est glacial un peu, mais ça fait partie de l'expérience. Donc, c'est le genre de nouveauté qu'on a cette année à Montérégie. Et là, plus précisément, pour la vallée du Richelieu, on peut faire un rappel des activités qui sont toujours près de nous. Absolument. À tout seigneur, tout honneur, moi j'aime beaucoup la ferme Guillon. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, comme le marché fermier. Il y a un marché de Noël qui est là aussi. Il y a le marché de Noël de Chambly aussi, là, qui se passe durant la fin novembre et le mois de décembre, dans un chapiteau chauffé au parc des Ateliers. Naturellement, pour les gens qui écoutent à la maison à Belleuil, vous connaissez probablement le Chaufferette, qui est le gros événement hivernal de la MRC. Donc, on est dans le vieux Belleuil, avec l'église Saint-Mathieu, qui avec les projections, il y a des DJ pour l'animer. Super le fun. Moi, j'aime beaucoup aussi le parc naturel des Ruisseaux à Chambly, où il y a des sentiers pour faire du fat bike, il y a des sentiers pour du ski de fond. Fait que ça peut toujours être intéressant. Peut-être un petit goût personnel, mais j'aime beaucoup la gastronomie. Sortez les Canons, le restaurant qui est dans le Vieux-Belleuil aussi, qui a changé maintenant pour Canon, qui a une expérience totalement différente. Là où on est plus à découvrir des vins de partout dans le monde, des vins nature, des vins des bois, faire un accord mais vin. Il y a tellement de choses. J'ai découvert aussi l'Arrière-Scène, qui est un centre dramatique pour les jeunes et moins jeunes. Donc, une super belle programmation, des affaires interactives. Fait que, ça peut être le fun des fois de trouver des activités un peu différentes pour nos enfants, les faire sortir. Donc, il y a tellement de choses à faire dans la région. Là. Écoute, je pense que la panoplie, l'embarras de choix est là. Donc, autant dans la neige que se réchauffer avec un bon repas, ça va être super intéressant. Donc, les invitations sont lancées. Monsieur Dominique Provost de Tourisme Montérégie, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. On retrouve maintenant Julien Clément, qui est vice-président Québec à la firme Hayes. Bonjour, Monsieur Clément. Bonjour Marc-Antoine et merci pour l'invitation. Bien, merci à vous d'être présent. On va aborder un sujet qui est fascinant, celui de l'intelligence artificielle.
Mais d'abord, expliquez-nous le travail que vous faites à chaque année pour sonder les Canadiens sur le travail, notamment. Oui, exactement. Alors, en fait, chez Hayes, nous sommes une agence de placement, agence de recrutement, en fait, spécialisée, un cabinet anglo-saxon où nous sommes présents depuis une vingtaine d'années au Canada, une dizaine d'années au Québec. Et à chaque année, depuis à peu près 16 ans, c'est la 16e année d'ailleurs, on publie un guide salarial pour tout simplement les employés et les employeurs. Et en fait, on décrit les grandes tendances du recrutement sur le marché canadien et le marché québécois. Donc, on a plusieurs effectivement sujets que l'on aborde. Et puis cette année, bien évidemment, on a pris le virage de l'IA. On n'a pas fait forcément dans l'exception et la dynamique, c'était de voir un peu comment l'intelligence artificielle rythmait le marché de l'emploi au Canada et au Québec. De quelle façon est-ce que l'intelligence artificielle s'est infiltrée dans les milieux de travail, M. Clément? Ben, c'est ça, on avait plusieurs questions à poser à nos interlocuteurs, hein, qu'ils soient candidats ou employeurs. La dynamique, c'était de savoir à quelle vitesse les entreprises intégraient l'IA dans leur stratégie de recrutement, savoir en fait sur quoi à la fois les employés et les employeurs devaient, j'ai envie de dire, se concentrer. Et puis, la question qui nous intéresse le plus, c'est est-ce qu'à un moment donné, ça va remplacer des postes? Alors, effectivement, vous avez raison, l'IA est là pour rester, elle est présente maintenant, elle est bien ancrée dans les mœurs au niveau des entreprises. Et ce que l'on note tout de même, c'est qu'uniquement 2% des organisations aujourd'hui ont mis en avant qu'elles allaient remplacer parfois l'emploi par l'intelligence artificielle. La grande majorité, à peu près 53%, donc on est à plus de la moitié, disent qu'elles utilisent l'IA tout simplement pour soutenir les équipes et pas forcément utiliser ça pour éliminer des emplois. On a quand même, encore une fois, un tiers des entreprises qui, elles, n'utilisent pas l'emploi. Donc oui, pour répondre à votre question, l'IA est bel et bien là, mais il va falloir quand même modérer nos propos sur le fait que ça va éliminer des emplois. OK, donc vous dites que ce n'est pas un risque imminent pour l'instant. On peut se rassurer, vous et moi, on a encore un travail demain. Mais par ailleurs, c'est quand même, votre rapport confirme que la présence de l'IA est de plus en plus présente, là. Si on fait une comparaison avec les années précédentes, à quel niveau est-ce que les gens sur le marché du travail utilisent plus l'intelligence artificielle cette année? Oui, déjà, avant même d'intégrer un emploi, ils l'utilisent pour faire leur CV. Ça, c'est sûr, on voit effectivement que maintenant l'originalité est vraiment une exception et qu'on a à peu près tous les mêmes CV, les lettres de motivation, puisqu'elles sont toutes épuisées dans les outils d'IA. Ça, c'est sûr. L'IA, c'est principalement quand même, et ça, c'est intéressant, notamment au Canada où on en souffre de plus en plus, c'est un partenaire de productivité. Ce n'est pas forcément une menace, hein, notamment pour les employés, mais les entreprises qui ont adopté effectivement cette démarche d'IA, c'est surtout pour débloquer des gains de productivité quotidiens. Et aujourd'hui, une entreprise qui va utiliser l'intelligence artificielle, elle le fait pour automatiser des tâches qui sont répétitives, parfois effectivement combler des lacunes qui sont causées par des pénuries de talents. Mais aujourd'hui, la dynamique, c'est vraiment d'aider les employés à améliorer la productivité. Aujourd'hui, si je prends un petit exemple, c'est sûr que dans une entreprise où il y a un contrôleur et un responsable comptable, on n'est pas là forcément pour les remplacer, mais on va mettre en place des outils qui vont permettre peut-être une analyse au premier degré et les laisser, eux, contrôleurs, se concentrer sur des analyses plus fines, plus intéressantes et à haute valeur ajoutée. Donc, on va vraiment laisser en fait le premier niveau à l'intelligence artificielle, mais ils vont toujours continuer à faire leur job et je dirais qu'ils la feront encore même mieux. OK, c'est certain. On n'arrête pas le progrès. C'est une grande avancée qui nous impacte tous. Quels sont les outils qu'on peut vraiment utiliser? Parce que si on est dans un milieu de travail, est-ce qu'on peut aller sur les grands sites comme ChatGPT ou encore utiliser les IA qui sont disponibles sur Internet? Est-ce qu'il y a des risques au niveau de la sécurité quand on fait ça? C'est une excellente question, Marc-Antoine, puisque c'est un vrai risque, un vrai enjeu actuellement. C'est-à-dire que nous, on l'a noté, en fait, c'est à peu près 40% de ces entreprises qui utilisent l'IA qui laissent en fait tout simplement leurs employés utiliser n'importe quel outil. Alors, quand on utilise n'importe quel outil, on vient souvent sur les outils gratuits, ChatGPT, Copilot. Et ça, Marc-Antoine, si vous avez besoin
réserver vos prochaines vacances en Gaspésie, grand bien vous fasse et c'est très intéressant de l'utiliser. Si demain, je l'utilise moi pour commencer à travailler sur des rapports financiers et confidentiels chez Hayes, là, ça devient de plus en plus compliqué puisqu'on ne sait pas forcément aujourd'hui comment l'information est traitée. Et il y a un vrai problème d'enjeu de sécurité au niveau de l'information. Et ça, malheureusement, les chefs d'entreprise notamment sont très, on va dire, au fait de tout ce qui peut se passer, des demandes de rançonnage, au niveau de la sécurité maintenant, on le voit de plus en plus sur vraiment un côté, on va dire, cyberattaque, cybersécurité, mais il y a un gros problème de sécurité aussi dans l'IA et actuellement, on laisse les vannes ouvertes. Donc, oui, il y a une problématique à garder en tête. Donc, on ne pourra pas faire autrement que s'adapter à l'intelligence artificielle. Je vous amène sur un autre enjeu, celui des tarifs douaniers. Votre rapport a aussi établi quels sont les impacts là, pour les travailleurs du Canadien. Oui, alors ça, c'est intéressant également puisqu'on l'a vu, on a à peu près un quart des employeurs au Québec et au Canada, grandement ça se ressemble en fait, qui ont décidé de mettre en pause le recrutement, alors que vous savez qu'aujourd'hui, on est toujours sur des pénuries de talents assez importantes et assez profondes, donc on n'a pas effectivement une raison claire de mettre sur pause le recrutement, mais le fait effectivement qu'on ait beaucoup parlé de tarifs aujourd'hui a fait que beaucoup d'employeurs ont peut-être décidé ont peut-être pris peur dans un premier temps, ou ont enfin décidé tout simplement j'ai envie de dire, de jouer la chose un peu plus sécuritaire et de dire pour l'instant on met un peu le recrutement sur la glace. Ça c'est intéressant puisque 25% des entreprises, on sait qu'il y en a très peu qui ont été touchées pour le moment. 25% des entreprises, par exemple, ce n'est pas 25% des entreprises qui sont dans le domaine forestier où là, on le sent vraiment, il y a une grosse problématique au niveau économique. Donc, on a quand même une cascade qui s'est faite uniquement par l'information transmise par nos voisins du Sud. Donc, ce serait l'enjeu plus spéculatif, ce serait les conséquences de la peur des tarifs qui freineraient les employeurs dans l'embauche. C'est ça. On me parle de tarifs, je ne sais pas forcément à quelle sauce je vais être mangé. Je préfère quand même mettre un pas de côté, arrêter avec le recrutement et puis on verra par la suite. Mais on le sait aujourd'hui, Marc-Antoine, le recrutement, c'est un enjeu pour l'avenir des compagnies. Et si elles ne décident pas de recruter, il va y avoir un gap dans 2-3 ans, voire un peu plus, qui va être difficile à combler. Pour terminer rapidement, pour donner un peu confiance aux jeunes qui nous écoutent, quelle serait votre perspective pour le futur là, par rapport aux jeunes? Comment on peut s'encourager dans le marché du travail canadien en 2025? Oui, alors déjà s'adapter, très important, s'adapter. S'il y a l'IA, ce n'est pas pour rien, on l'utilise. On l'utilise à bon escient, mais on commence et on continue de l'utiliser. On ne peut pas faire sans, on ne peut pas travailler à la marge de cela. La seconde chose, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus forcément miser sur l'entreprise, il faut miser sur soi, sur ce qu'on est capable de faire, sur ses qualités, sur ce qu'on appelle effectivement, pardonnez-moi mon français, mais des soft skills, très important également, et éviter de miser uniquement sur l'entreprise. Je vais intégrer telle entreprise parce que je sais que dans 40 ans, elle sera toujours présente. Non, l'entreprise, elle pourra disparaître demain, mais qu'est-ce que vous allez faire pour continuer à exister dans ce monde cruel qu'est le monde de l'emploi, tout simplement. Voilà. Donc, il faut faire avec ce qu'on a et mettre de côté l'externe. Voilà, travailler sur soi en premier. Julien Clément, je rappelle, vous êtes vice-président Québec pour la firme Hayes. Merci beaucoup pour vos lumières aujourd'hui et je vous souhaite de continuer comme ça à nous informer sur le statut de l'emploi au Canada. Ce sera fait. Merci Marc-Antoine, au plaisir. Merci à vous. Au revoir. Merci. Nous sommes en compagnie de Stéphane Lamoureux. Monsieur Lamoureux, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'abord et avant tout un biologiste. Oui, je travaille à la direction régionale de la faune pour l'Estrie, Montréal, Laval et Montréal. Donc, par rapport à la faune qu'on dit périurbaine. Et donc, vous êtes là pour conseiller les villes qui pourraient être en contact avec des animaux. Ben oui, c'est ça. En fait, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les municipalités, les gestionnaires de territoire, par exemple, comme la CEPAC ou la réserve Gold, par exemple, à les documenter les aider à comprendre les problématiques qui font face là, en lien avec la faune, que ce soit les cerfs, les coyotes, les dindons ou les castors, par exemple. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau de la population qui reste pour les sensibiliser en cas qu'ils se retrouvent en contact avec des espèces animales? Bien, de façon générale, là, on dirait
on doit mentionner aux gens la faune sauvage à nous entoure est présente bien que des fois qu'on la voit pas, elle est très présente autour de nous. Elle s'adapte très bien à nos zones résidentielles, tout ça. Donc, il y a plusieurs espèces qui peuvent se retrouver dans nos régions, dans nos centres urbains notamment. Puis une des premières choses à faire, ben, c'est de rien faire, en fait. C'est vraiment de s'éloigner le plus possible, puis essayer de garder, de maintenir le plus possible la peur des humains que les animaux ont face à nous. Et c'est quoi donc dans le fond, les citoyens qui retrouvent des animaux sur leur terrain privé, ils n'ont pas vraiment de recours par rapport à ça. On serait censé les tolérer finalement. Ben, il faut les tolérer ou il faut s'arranger pour que les animaux ne viennent pas. Justement, souvent, on peut offrir involontairement de la nourriture là, à ces animaux-là. Si on pense par exemple à nos plantes ornementales, nos jardins, nos potagers, mais c'est quand même notre responsabilité en tant que citoyen de protéger nos biens face à ces animaux-là, puis empêcher ces animaux-là d'avoir de la nourriture. Par exemple, mettre le compost seulement la journée de la collecte, par exemple, ou par exemple, si une invasion de dindons dans notre course parce qu'on a des mangeoires à oiseaux, puis les graines tombent au sol, mais c'est le genre Ouais. de trucs qu'on devrait retirer temporairement jusqu'à ce que la situation se résorbe. Et les animaux qui sont présents en ville, est-ce que c'est plus causé parce qu'on a trop construit et que maintenant les animaux n'ont plus d'endroit où aller, ou c'est les animaux qui se sont reproduits, qui sont en plus grande quantité? Ben, c'est un peu des deux. En fait, nous, c'est sûr qu'on a empiétré sur leur habitat. C'est sûr que de la destruction d'habitat, des forêts, tout ça, on prend de plus en plus d'espace dans notre région, ici au sud du Québec, mais aussi les animaux s'adaptent bien. Puis une des causes principales aussi de ça, c'est que les hivers sont de moins en moins rigoureux. Donc, il y a plusieurs espèces qui étaient contrôlées, qui avaient une meilleure survie quand les hivers étaient... Il y avait des moins bonnes survies quand les hivers étaient rigoureuses. Maintenant, avec les changements climatiques, ben, on a de moins en moins de gros hivers, puis leur survie est plus abondante à ce niveau-là. Donc, plus d'abondance, ils cherchent à se retrouver de la nourriture, s'abriter, tout ça. Puis dans nos habitats, dans nos zones résidentielles, ben, on peut leur procurer tous ces éléments-là qui sont nécessaires à leur survie. On parle beaucoup de crise du logement et quand on parle de ça, on parle d'optimiser des terrains qui seraient sous-utilisés. Est-ce que la faune est toujours bien respectée dans ce genre de processus-là? Ben, je vais juste me reprendre un peu, mais tu sais, il y a des réglementations en fait qui permettent de maintenir certains habitats. Donc, c'est toujours selon les plans d'urbanisme aussi, en lien avec les MRC, les municipalités. Donc, tout ça doit être pris en compte. Puis, il y a des espèces protégées, là, si on pense à Longueuil, par exemple, à Rainette-Faugrillon de l'Ouest ou à la Prairie, ben, il y a des zones où cet habitat-là est protégé. Donc, il y a des endroits où des constructions ne peuvent pas être faites dans ces lieux-là. Mais de façon générale, là, la densification dans des endroits déjà présents, ben, c'est sûr que c'est encouragé pour ne pas impacter la présence des animaux sur notre territoire. On prône beaucoup la cohabitation avec les animaux. Comme je le mentionnais, en fait, les animaux sont souvent présents mais pas visibles. Donc, on essaie de maintenir ce comportement-là, autant chez les animaux, puis nous, chez les humains, justement de ne pas les attirer vers nos résidences. Puis, est-ce que vous trouvez en général que les gens qui sont pris avec des animaux sont ouverts à changer leurs habitudes ou ils s'attendent à ce qu'on règle tous leurs problèmes en faisant disparaître les animaux? Ben, c'est sûr qu'on a beaucoup des fois d'appels, les gens ne sont pas habitués nécessairement. Si on pense aux dindons, il y a aussi beaucoup de vidéos qui ont circulé dans le passé, qui ont fait une mauvaise image pour cette espèce-là. C'est sûr que c'est une espèce C'est ça, ça en donne une qui image est en de prédateur expansion. quasiment. Oui, Là, ouais. c'est ça, c'est une espèce qui est en expansion. On n'est pas habitué nécessairement de cohabiter avec cette espèce-là, mais il y a des comportements à avoir envers ces espèces-là. Puis justement, là, effacer l'animal en criant, en parlant fort, ben, ça permet à ces animaux-là avoir encore une crainte envers les humains, puis de permettre une cohabitation. Parce que de façon générale, les animaux ont peur de nous, donc il faut maintenir ce comportement-là. Peu importe l'espèce, que ce soit les ratons laveurs, les cerfs ou les dindons, on s'approche pas, on fait du bruit, on essaie d'éviter le nourrissage involontaire, là. Des fois aussi, on Ouais. veut bien faire en alimentant les Ouais, animaux. ouais. Par exemple, les chérants, par exemple, en mettant de
de la nourriture sur notre balcon, ben, cette nourriture-là peut être intéressante pour les opossums, pour les ratons laveurs, pour les coyotes. Donc, après ça, ça crée un besoin, puis ils ressentent la présence humaine. Donc, c'est quelque chose qui les empêche pas, d'après ça, de vouloir quémander de la nourriture dans dans ces environs-là. Non, c'est ça. C'est un des nombreux exemples de comportements qu'on peut trouver de l'information sur le site québec.ca/la faune, de nourrir les animaux sauvages. Il y avait aussi quelque chose qu'on peut voir souvent quand on voit un animal sauvage blessé, malade. Y a-t-il une meilleure façon de réagir à ça? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, il y a certaines espèces aussi qui sont à déclaration obligatoire. Un cerf mort ou un cerf blessé sur le bord de la route, on devrait le déclarer à SOS braconnage urgence faune. C'est des espèces à déclaration obligatoire, mais c'est seulement dans le cas où les espèces sont mortes ou blessées gravement. Une espèce qui peut boiter ou une certaine qui peut avoir l'air malade, on n'a pas à contacter la urgence. Malheureusement, on doit les laisser. Ben, de façon, pour être honnête, là, les animaux meurent rarement de façon naturelle ou de vieillesse. Là. C'est vraiment suite à une déprédation, des maladies. Surtout en cohabitation, des fois, les dangers en ville. Mal, on demande de juste simplement là, les oiseaux de proie, on encourage toutefois là, les gens à les signaler pour qu'on puisse, eux, les récupérer. Ils ont un statut particulier, donc on peut s'organiser pour que la clinique l'UQROP, en fait, là, l'université, la faculté de médecine puisse récupérer ces animaux-là. Mais de façon générale, là, souvent, des fois, on peut voir un renard ou un coyote marcher, boiter un peu. S'il se déplace toujours, il n'y a rien à faire. Puis il faut faire attention aussi, là, on est dans une zone où la rage est présente de plus en plus dans le sud du Québec. Donc, un Donc, raton comme vous avez laveur, mentionné, de garder les distances pour garder notre sécurité et malheureusement laisser la nature suivre son cours. Monsieur Lamoureux, c'est tout le temps que nous avions. C'était vraiment un plaisir d'avoir vos lumières par rapport à la faune avec qui on cohabite en ville. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. mais merci, ça me fait plaisir. On retrouve maintenant Mme Christelle Lausier, qui est coordonnatrice de projet chez Canard Canada. Bonjour, Mme Lausier. Oui, bonjour. Expliquez-nous d'abord, quel est votre organisme Canard Canada? Oui, donc en fait, je travaille pour Canard Limité Canada. C'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de protéger et conserver les milieux humides au bénéfice de la faune et les humains également. Donc, on œuvre au niveau de la restauration, de la protection sur diverses facettes. Il y a une nouvelle qui a attiré notre attention. Il y a une grosse subvention qui est attribuée par le gouvernement du Québec pour la protection des milieux humides. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi un milieu humide exactement et pourquoi c'est important? Oui, donc les milieux humides ils peuvent prendre plusieurs formes. Il y en a plusieurs types. On peut penser, il y a les marais, les marécages, les tourbières, les étangs. Donc aussi, si on pense à un étang avec des quenouilles, des canards, c'est peut-être l'image la plus classique. Ce sont tous des milieux humides. C'est important de protéger ou restaurer ces milieux humides-là parce qu'ils apportent beaucoup de fonctions écologiques ou des services, notamment au bénéfice des humains. On peut penser à la filtration de l'eau. Ils vont capter le carbone aussi. C'est un habitat super important pour de nombreuses espèces, autant pour le niveau des plantes, des animaux. Donc, il y a énormément de bénéfices rattachés à ces milieux-là pour la faune, la flore et tout le milieu. Qu'est-ce qu'on fait pour briser ces milieux-là? C'est quoi les choses qu'on fait qui les mettent en danger? Il peut y avoir plusieurs actions là, qui vont mettre une pression sur ces milieux humides-là. On peut penser à des activités industrielles, le développement résidentiel, les activités là, qu'on retrouve sur le territoire. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. OK, donc c'est par nous, par l'empreinte humaine, ça n'a pas rapport avec les changements climatiques. C'est vraiment nous qui a un effet sur les milieux humides. Exact. Les changements climatiques pourraient peut-être avoir un impact là, et tout ça, mais principalement, ce sont les activités anthropiques, les activités humaines sur les territoires qui vont mettre une pression. Si on cherche des nouveaux espaces pour développer, mettre des bâtiments, des routes, ainsi de suite, ben, ça peut être les milieux humides qui sont malheureusement perdus ou détruits au bénéfice de ces autres usages-là. Donc, ça, c'est une des pressions majeures que subissent les milieux humides. Ça fait de cela de nombreuses années là, que les pertes ont commencé sur le territoire.
Ça serait quoi le scénario catastrophe là, si on détruit tous les milieux humides? Qu'est-ce qui arriverait? Euh, c'est une bonne question, peut-être un peu difficile à répondre, mais c'est sûr que si on considère tous les bénéfices qu'ils apportent à la nature, à l'humain, ça pourrait être très négatif comme situation. Ben là, vous parlez de changement climatique et justement, les tourbières sont connues pour d'énormes puits de carbone. Ils vont capter le carbone. Si on perd ces milieux humides-là, ben, on a davantage d'enjeux avec les changements climatiques. Dans certains cas, les milieux humides aussi peuvent jouer un rôle important à réduire les risques d'inondation. Donc, dans certains cas, ils vont vraiment pouvoir capter des grandes quantités d'eau pour éviter que cette eau-là se retrouve ailleurs puis qui pourrait amener des inondations, des dommages pour les maisons et tout ça. Donc, ce serait des conséquences quand même bien négatives là, si on perdait tous nos milieux humides. C'est un peu ça l'idée derrière l'écologie. On ne sait jamais vraiment quelles vont être les conséquences si on brise un maillon de la chaîne. Hein. Peut-être que la chaîne peut complètement débarquer. Le gouvernement, en tout cas, est conscient de ça, a décidé de faire de donner une subvention de 3,9 millions de dollars pour la préservation des milieux humides. Comment est-ce que les gens, les organismes vont bénéficier de ces subventions-là pour la protection? Oui, donc c'est une subvention là, qu'on vient d'obtenir pour la mise en place d'une nouvelle initiative, le projet de mobilisation de son petit nom, la Mobilisation pour la restauration des milieux humides au Québec. Concrètement, on veut travailler autant avec les professionnels du milieu, on peut penser aux organismes de bassin versant, les MRC, les villes qui sont impliqués en restauration des milieux humides, mais aussi les citoyens pour les amener à s'impliquer à proposer des sites de restauration. Donc, on veut, nous, accélérer la restauration des milieux humides. Par restauration, je veux dire remettre des superficies de milieux humides qu'on pourrait avoir perdues sur le territoire, restaurer des milieux humides qui sont peut-être en mauvaise santé parce qu'il y a eu des perturbations, ce genre de choses-là. Donc, vraiment ramener davantage de projets de milieux humides. Fait qu'on a vraiment autant des activités au niveau professionnel que les citoyens aussi qui peuvent s'impliquer dans le projet. Donc, en fait, ce que vous me dites, c'est que ce n'est pas nécessairement des organismes et des intervenants qui vont le faire. Il y a monsieur, madame, tout le monde, les citoyens auront une place à jouer dans ce projet-là. Exact. Il peut y avoir différentes façons pour un citoyen de s'impliquer. On va former des bénévoles, des ambassadeurs, donc des citoyens qui sont intéressés à s'impliquer pour la cause, qui veulent en apprendre davantage. Donc, on va les encadrer, leur offrir une formation qui puisse offrir des séances d'information pour les citoyens dans des milieux humides restaurés. Donc, amener les citoyens à apprendre davantage sur les milieux humides, c'est quoi leur importance, mais aussi les amener à nous proposer des sites potentiels. Il n'y a personne qui connaît mieux son territoire qu'un citoyen de dire « Ah, mais j'ai peut-être une idée, un terrain que je connais, un endroit on pourrait peut-être remettre un milieu humide. » Ça peut être chez le citoyen lui-même. On peut faire des projets en terrain privé, en terrain public également. Donc, amener les citoyens à nous proposer des idées, mais aussi d'en connaître davantage sur les milieux humides. Plus on connaît un milieu et tout ça, mais plus on va vouloir le protéger également. Ça donne un peu le pouvoir aux gens. Hein? On parle de changement climatique ou de le peu d'impact qu'on peut avoir sur la situation globale. Là, vous me présentez une façon concrète que les gens peuvent utiliser afin de faire une différence. Oui, vraiment, tout à fait. Là, comme j'ai expliqué, ils peuvent s'impliquer à différents niveaux, plus ou moins selon leur niveau de temps, de disponibilité, d'intérêt, mais c'est sûr qu'en bout de ligne, ça a une action très concrète, surtout quand on pense que ça pourrait mener à un nouveau milieu humide près de chez nous. Ça devient très, très concret comme action et comme bénéfice en retour. Quelles sont les prochaines étapes du projet à venir? Donc, on en est au début du projet. On est en train de développer des outils pour former et accompagner les professionnels à développer leurs projets. Donc, il y a davantage de projets qui se réalisent sur leur territoire. À partir de printemps prochain, surtout, c'est là où on va avoir les séances d'information qui vont commencer à s'offrir aux citoyens dans différentes régions du Québec. Donc, toutes ces informations-là vont être disponibles sur le site Web, le calendrier des activités et tout ça pour pouvoir participer au projet. On donne le site Web à l'instant, mobilisationcanard avec un s.ca. Toute l'information va être disponible pour vous à cette adresse courriel-là. Quel autre type d'information est-ce qu'on peut y trouver rapidement, Mme Laudier? On y retrouve plusieurs outils. Il y a des capsules vidéo, plus d'informations si vous voulez en savoir sur les milieux humides, au niveau des professionnels également. Si vous avez des projets que vous êtes en train de développer, on a un appel à projet pour vous accompagner, offrir du soutien autant technique que financier dans le développement de vos projets. Donc, ça se trouve également sur le site Web
pour toutes les informations. Je rappelle le nom mobilisationcanard avec un S.ca. Christelle Lausier, je rappelle, vous êtes coordonnatrice de projet chez Canard Illimité Canada. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et faites une différence. Allez sur le site Internet et inscrivez-vous pour protéger l'environnement près de chez vous. Nous recevons aujourd'hui Martine Bouchard, présidente et directrice générale de Transplant Québec. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour. Ça fait plus de 50 ans d'engagement dans le domaine du don d'organes pour Transplant Québec. Vous êtes là depuis les tout débuts. Oui, en fait, on est un des premiers, le premier au Canada à avoir développé cette organisation-là. Ça a été fondé par des transplanteurs eux-mêmes et on a fait figure de proue à travers le Canada. Et c'est quoi le portrait en ce moment? Quand un patient apprend qu'il va avoir besoin d'un organe, c'est quoi le niveau de confiance qu'il devrait avoir pour qu'il puisse savoir ce qu'il va avoir besoin? En fait, le niveau de confiance pour l'ensemble de la population, selon des sondages qu'on a faits avec Léger, est très élevé. Okay. 92 % de la population a confiance à la crédibilité, mais aussi au processus du don d'organes. Donc, on cote très bien. Mais malgré ça, il semble qu'on se retrouve en situation de pénurie, malgré que les gens, comme vous dites, sont très ouverts au don d'organes. C'est quand même, on se retrouve en pénurie d'organes présentement. Oui, bien ça, puis c'est une cause multifactorielle, je vous dirais. On se retrouve en pénurie d'organes essentiellement pour les reins, parce que les reins, c'est l'organe le plus demandé. Donc, ça, il y a une pénurie à cet égard. Par rapport au cœur, par rapport au foie, bien là, on score encore une fois très, très bien. Ouais. En fait, notre taux d'attente a diminué de façon impeccable depuis les 10 dernières années. Puis je vous dirais, en termes de donneurs d'organes, ça fait 2 ans de suite qu'on est au-dessus de 200, ce qui est un exploit. Ça n'était jamais vu antérieurement. Par contre, on a encore du progrès à avoir. On n'est pas parfait. Puis si on se compare avec l'ensemble des autres provinces, puis même j'aime mieux me comparer avec les meilleurs, je dis toujours à mes enfants, c'est beau si on 60, mais on veut aller le plus haut possible. Exact. Donc l'Espagne est l'endroit où ils sont très, très, très performants pour toutes sortes de raisons. OK. On pense que le don d'organes, c'est seulement pour les gens qui sont décédés. Est-ce que l'espérance de vie qui augmente a un lien avec la pénurie d'organes présentement? C'est une excellente question. Je vous dirais qu'antérieurement, les décès étaient... les personnes donneuses d'organes étaient beaucoup plus jeunes, donc dans la trentaine, 35, et c'était relié principalement aux accidents de la route. Là, on retrouve une baisse au niveau des accidents de la route et les donneurs, les personnes donneuses d'organes, on me dit qu'ils sont plus vieilles. C'est pas vieux du tout, là, mais on me dit qu'autour de 54 ans, donc ils sont plus vieilles. Ce qui fait que si tu es plus âgé, bien potentiellement tes organes, même si tu as le souhait des donner, ne sont peut-être pas en état. Tu ne le sais nécessairement pas, mais avec l'ensemble des tests qui sont faits préalablement, on se rend compte que, bon, il peut y avoir des problématiques au niveau des reins, peut-être qu'au niveau du foie, c'est pas à son plein potentiel. Donc à ce moment-là, il y a une attrition qui se fait par rapport au nombre d'organes disponibles par personne. Je vous dirais que bon an, mal an, c'est autour de 3,1 organes par personne qui est donné. Et là, il se passe quelque chose de très préoccupant présentement. On parle du projet de la loi 7 qui semblerait que ça met Transplant Québec dans une situation extrêmement délicate. Oui, tout à fait. Alors, malheureusement, on a appris la nouvelle il y a un peu moins de 12 jours déjà. Puis je calcule la fin de semaine là-dedans, vous comprendrez. Oui. Et donc, on a appris que le financement pour Transplant Québec serait cessé à compter du 1er avril et que les activités seraient transférées à Emma Québec. On respecte Emma Québec pour leur expertise en termes de sang, en termes d'autres produits qui peuvent avoir. C'est un peu ça, au niveau dans quoi ils sont spécialisés, c'est quoi leur mandat à eux, mais c'est pas toute la même chose. Là. Non, pas du tout. En fait, on est 2 missions complètement à part. Valeurs, business sense, totalement différents. On n'est pas une entreprise de service comme Emma Québec peut l'être. On n'est pas dans une ligne de produits. On sauve des vies de façon quotidienne. Et ça se mesure pas en termes de rentabilité proprement dite. Vous savez, Emma Québec retourne de l'argent au gouvernement. On ne retourne pas d'argent au gouvernement annuellement. On coûte de l'argent, mais on sauve des vies. On sauve la vie des Québécois. L'année dernière, c'est plus de 550 personnes qui ont été transplantées. Ça fait quand même un bon nombre de personnes qui ont le droit à avoir une deuxième vie. Et ça, il n'y a pas de prix à ça. Puis eux, ils prétendraient pouvoir remplir le même mandat que vous. C'est quoi qui vous inquiéterait le plus par rapport au succès que vous avez et par rapport à ce qu'eux seraient capables de faire dans ce genre d'accomplissement? Bien, ma compréhension du projet de loi 7,
c'est qu'on veut freiner la bureaucratie et on veut minimiser les coûts. Or, si transfert de l'ensemble des ressources sera à Emma Québec, où est l'économie? Je ne la vois pas. Puis pour avoir vécu bientôt 6 réformes en santé en 40 ans de carrière, je vous dirais que lorsqu'il y a fusion d'organisations ou amalgame d'organisations, ça coûte beaucoup plus cher. Et ça, il y a plein d'études qui le démontrent. D'abord parce qu'il y a des gens qui ça ne leur tente pas d'aller vers une autre organisation parce que les valeurs ne sont pas similaires. Et puis ça diminue une perte d'expertise. Si on diminue la perte d'expertise, bien là, il y a danger en lien avec les services, les bris de services, donc les dons d'organes potentiels et éventuellement les transplantations. Puis ça, c'est pas pour faire peur aux gens, c'est une réalité certaine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, on est un organisme privé à but non lucratif et Emma Québec est une société d'État. Donc, on est dans 2 registres complètement différents, encore une fois avec des missions différentes, avec des valeurs qui sont différentes, et d'avoir une petite organisation de 70 employés qui s'intègre à l'intérieur d'une société d'État. Mais c'est clair que les prises de décision ne sont pas similaires, la hiérarchie par rapport au plan décisionnel n'est pas du tout pareil. Et ça crée un chaos à l'intérieur du système de la santé qui est déjà assez fragilisé, merci, avec l'ensemble des réformes qu'on a vécues au fil des années. Donc ça, c'est clair que ça comporte des risques pour lesquels on ne souhaite pas que la population soit prise avec. En fait, on maintient qu'on est l'organisme qui détient l'expertise. S'il y avait un message, les gens qui nous écoutent, qui peuvent être préoccupés par le don d'organes, qui pourraient peut-être éventuellement avoir besoin d'un don d'organes, est-ce que les gens auraient un pouvoir pour peut-être aider à ce qu'on empêche cette fusion-là? Bien, en fait, moi, ce que je dirais à la population, c'est vraiment d'écrire à leurs députés respectifs. C'est pour toutes les familles de donneurs qui ont passé à travers cette étape-là de leur vie, qui ont accompagné leurs membres, leur amoureux, leur amoureuse, leur enfant même, de se manifester. C'est à toutes les gens qui sont les receveurs en attente d'un organe, c'est de se manifester également pour dire que ça n'a pas de bon sens, qu'on doit garder cette expertise-là, qui est un joyau au Québec. Donc, il ne faut pas... Sauvons le Transplant Québec. Donc, l'invitation est lancée, un réel pouvoir de changer les choses pour une cause qui est très importante. On va se tenir au courant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mme Martine Bouchard, présidente et directrice générale de Transplant Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Voilà, c'est ce qui complète l'édition de cette semaine du Régional présenté par TVR9. Si vous avez un intérêt pour les médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Contactez-nous à l'adresse info@tvr9 pour obtenir toute l'information. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Régional. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.